Je suis Assitane Diallo, je suis malienne, résident à Bamako, sociologue, chercheur. Je tiens à préciser à chaque fois chercheur féministe. Et je suis actuellement la présidente de l'association de la branche malienne d'une association panafricaine des femmes chercheurs qui s'appelle AFARD, Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, qui a son siège ici à Dakar. Donc moi je suis la présidente et c'est dans le cadre des activités de l'AFARD que je travaille sur la justice transitionnelle. Bien sûr, je travaille sur d'autres thématiques qui ont trait au développement et même aux droits humains, mais c'est dans le cadre de notre collaboration avec Trust Africa que nous avons commencé une initiative de recherche-action sur la justice transitionnelle au Mali. Bon, pour plusieurs raisons. D'abord, la première partie de la question, c'est-à-dire toute opportunité qui nous permet de renforcer nos capacités en communication, plaidoyer autour de la notion de justice, vue d'une façon globale et vraiment indiquée pour le bon déroulement de nos activités. Ensuite, je me dis, travaillant sur la justice transitionnelle, l'autre pilier, le quatrième pilier de garantie de non-récurrence, et la réparation, en particulier les deux, nous interpellent pour connaître mieux la CPI, connaître mieux les mécanismes et les processus de la justice internationale. Donc, pour moi, c'est un cas aujourd'hui de formation personnelle, de réseautage avec des collègues, mais aussi de remise en perspective de notre façon de traiter le sujet de justice transitionnelle. Pour le moment, on n'est pas encore impliqué directement dans ce plaidoyer et dans la communication, mais c'est dans le pipeline, puisque la finalité de notre recherche-action, c'est de faire le plaidoyer autour de la mise en œuvre de la justice transitionnelle au Mali, donc autour des requêtes du Mali au niveau de la CPI, autour de l'absence ou l'existence ou l'absence de structures appropriées pour prendre en charge les différents types de réparation, que ce soit matériel, judiciaire, émotionnel. Donc, on sera amené à mener des activités, d'ailleurs c'est programmé dans notre plan d'action par rapport à la CPI, par rapport à la relation justice nationale internationale, comment est-ce qu'on devait en tant que membre de la société civile aider à une meilleure articulation des deux niveaux de provision de justice. Maintenant, actuellement, par exemple, notre programme, ça vise les victimes. On est à la phase de documentation des évidences, si on peut dire ainsi, mais d'une manière scientifique, nous dirons que nous sommes dans la phase de l'enquête qualitative, où nous faisons nos bases de données, les cartographies appropriées. Par exemple, actuellement, on est en train de faire la cartographie des acteurs de la justice transitionnelle, qui fait quoi, comment, à quel niveau de la justice transitionnelle, pour quelle finalité et avec qui, pour voir un peu au niveau de Bamako, du district de Bamako, comment les efforts se conjuguent autour de cette grande notion de réconciliation nationale. La deuxième étape, qui en fait commence avec la première étape, c'est la mobilisation des victimes.
pouvoir renforcer leurs capacités, les aider à prendre conscience que c'est leur ball game, que c'est à eux d'être au devant et comment ils peuvent renforcer leurs capacités, se donner une voix et une place sur la scène nationale et internationale. Et ce faisant, on va avoir des programmes de communication avec eux pour d'abord les informer et bien les informer par rapport à la justice internationale d'une manière générale et la Cour pénale internationale. Je dirais que nous ne commencerons pas à zéro parce que notre association fait partie de la coalition, la plateforme de justice transitionnelle qui est logée dans la coalition des organisations de défense des droits humains au Mali. Donc nous sommes déjà dans une mouvance d'expertise en CPI, en justice internationale et nous serons épaulés par les collègues. L'originalité chez nous, c'est comme nous sommes dans une perspective genre, justice du genre, nous pensons que c'est le maillon faible de toute cette entreprise. Donc c'est ça l'originalité que nous allons amener en quelque sorte à la communauté des défenseurs des droits humains au Mali. Je pense que la réconciliation n'a pas commencé. Si je vois à juste titre ce qu'on appelle les processus de réconciliation qui sont simplement des processus de dialogue intercommunautaire où les différents groupes ethniques commencent à se parler, pas à se comprendre d'abord, mais à se parler, à prendre contact. Donc pour moi, on n'a pas commencé le stade de la réconciliation. Malheureusement, je suis renforcée dans mon opinion par le fait que chaque jour que Dieu fait, il y a encore des attaques au nord du pays et maintenant ça se passe à Bamako. Hier nuit seulement, on a attaqué l'aménagement à Bamako. Donc les attaques continuent. On a quand même signé un accord de paix, un accord qui a été signé par une partie des belligérants, pas par d'autres. Donc dans ce cadre-là, pour les optimistes, il y a un début de réconciliation. Pour nous autres qui cherchons la petite bête, si on peut dire ainsi, parce qu'on essaie de voir quel est le côté formel et le côté réel de cette réconciliation. Le côté formel est là. On est dans les négociations depuis 8 mois, on est dans les concertations intercommunautaires, on a signé, paraphé un accord de façon formelle. Nous sommes dans la réconciliation, mais de façon réelle, sur le terrain et dans le cœur et l'esprit des gens. Moi, je ne suis pas sûre que nous avons encore entamé le vrai processus de réconciliation. Nous sommes actuellement dans la préparation du plaidoyer parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que nous faisons avec les victimes? Nous avons des focus group. Parce que comme on a dit que la finalité, c'est de leur donner la voix, il faut d'abord les écouter. Il faut d'abord les écouter et puis à partir des besoins, des problèmes, des aspirations qu'on aurait identifiées, nous pourrons de façon constructive avoir des textes de plaidoyer appropriés et leur parler de ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent entendre et non ce que nous, on veut communiquer. Donc, nous pouvons dire qu'on est dans la phase de préparation du plaidoyer puisqu'on est à l'écoute. On a fait, je pense qu'on est à 18 focus group et on a programmé 28 focus group. On est sur 48 acteurs de la justice transitionnelle identifiés. On a interviewé 13 et on compte interviewer tout le monde, faire des cartographies de victimes et d'acteurs pour voir un peu le taux, si on peut dire la proportion d'acteurs par rapport aux endroits de concentration des victimes dans la ville de Bamako et par rapport aussi aux questions soulevées. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure dans la salle qu'en étant féministe, ça me choque un peu parce que les gens ont une approche réductionniste de la justice du genre. Dès qu'ils parlent de la justice du genre, ils voient
ils voient le viol, les violences sexuelles et autres violences physiques comme ce qui intéresse les femmes, ce qui peut faire un peu une approche équitable de justice homme-femme. Mais il n'y a pas que ça. Et nous, on découvre de jour en jour, dans nos focus group, on découvre qu'il y a d'autres faces, qu'il y a par exemple la dislocation des ménages, des hommes qui viennent à Bamako, se remarient, font de nouveaux ménages à Bamako, les femmes du Nord qui reviennent avec les enfants qui, eux, sont plus réfugiés que les hommes. Hein? C'est comme si on dit en Bambara, quand il y a la tornade, tout le monde cherche la calebasse sur sa tête. Les hommes, beaucoup d'hommes, pas tous, ont tendance à essayer de venir à Bamako, de s'intégrer, de s'installer ou bien de penser à d'autres stratégies indépendamment d'une stratégie familiale ou une stratégie concertée avec les femmes. Donc il y a ces cas d'abandon, il y a les cas de problèmes spécifiques, de stratégies d'insertion des uns et des autres. Les femmes qui n'arrivent pas à bien s'insérer sur le marché, les hommes qui se débrouillent mieux. Donc il y a d'autres sortes d'iniquités, d'autres sortes d'inégalités qui amènent d'autres problèmes, et une justice de genre qui s'inscrit dans la justice transitionnelle devrait avoir la perspective genre. Si vous voulez parler de réparation matérielle et psychologique par exemple, connaître d'abord les problèmes spécifiques hommes et femmes et amener la réparation appropriée. Peut-être que ne pas donner exactement le même montant qu'on donnerait à une femme déplacée à Bamako qu'à un chef de famille, mais ne pas dire aussi que si on donne au chef de famille que la femme a été assistée. Ce n'est que dans une perspective genre qu'on peut se rendre compte de ces besoins différenciés, que ce soit dans l'immédiat, les besoins immédiats, mais les besoins stratégiques aussi. Aider les femmes à s'organiser sur place, à avoir voix. Nous, on commence à comprendre qu'il y a quelques hommes qui participent dans les manifestations des déplacés du Nord, qui participent dans l'accord d'Alger, mais pas les femmes. Elles sont plus dans la survie quotidienne et souvent elles ne se sentent même pas considérées par ces marches, elles ne comprennent même pas les marches, pendant que les hommes de leur maison comprennent les marches, participent aux marches. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc nous, on est en train d'essayer de voir comment leur parler. Mais pour ça, il faut les écouter, savoir ce dont elles ont besoin, ce dont elles souffrent, et puis maintenant faire un plaidoyer comme il faut et nous retirer au fur et à mesure pour qu'on ne vienne que quand les victimes demandent. Commençons par la justice nationale, parce qu'on leur a posé cette question d'une manière générale, mais surtout à celles qui ont dit clairement qu'elles ont été victimes d'abus, que ce soit abus sexuels ou d'autres sévices. Il y a le mariage forcé, il y a les avortements qu'on a obligé certaines femmes à avorter, etc. Il y a même, nous féministes et autres, on met ça dans les abus, le fait d'obliger les femmes à changer leur accoutrement, à changer leur activité économique. Des femmes qui vendaient au marché, tout d'un coup, on leur a dit que c'est haram, elles doivent rester à la maison, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de femmes qui voudraient bien réparation. Elles ne savent pas où aller, et celles qui savent où aller ne font pas confiance. Et on a quelque chose qui n'est pas particulier seulement aux victimes, même aux femmes maliennes d'une manière générale. On pense que c'est les hommes qui peuvent aller agresser la justice, si je peux dire ainsi. Elles se sentent faibles par rapport à la machinerie. Heureusement que chez nous, on a les associations féminines de défense des droits humains, des associations très fortes, très actives, qui prennent en charge ces femmes. Il y a WILDAF, par exemple, qui s'est constitué avec l'AMDH comme partie civile pour les femmes. Je crois 350 femmes qui ont été violées.
etc. Mais beaucoup ont peur de la justice, ne font pas confiance à la justice en disant nous les femmes on ne va pas nous écouter là-bas. Et la justice, la Cour pénale internationale, je pense, moi quelques cas que j'ai lus dans les récits, c'est par exemple des femmes de militaires déplacés dont les militaires ont été égorgés dans le nord et qui pensent que c'est l'État, c'est à l'État et elles ne voient pas leur place dans ça. Leur place c'est de demander indirectement à l'État de faire justice, de réclamer justice. Donc moi je dirais que le rapport victime à Cour pénale internationale, elles ignorent carrément. La plupart ignorent, hommes et femmes ignorent ce que c'est que cette structure, ignorent aussi ce que le Mali fait avec la Cour pénale internationale. Et j'ai quand même entendu, disons lu dans les récits, des gens qui disent « Ah, ces Touaregs, à chaque fois qu'on les attrape, ils réussissent à sortir de la prison. » C'est pas clair. Donc c'est comme une méfiance, pas exprimée de façon détaillée, mais une méfiance de la manière dont la justice est en train de réparer les torts en quelque sorte. D'une manière générale, au niveau de la population malienne, nous, c'est pas un secret, je le dis haut et fort, la justice au Mali comme dans beaucoup de pays en Afrique est une justice corrompue. Donc les plus faibles et les plus pauvres pensent que ce n'est pas à leur portée et se résignent à ne même pas faire recours à leur justice. Donc il y a une collègue juriste qui disait il faut que nous fassions la paix avec notre propre justice et nos acteurs de justice avant de vouloir faire la paix avec les armes. Il y a dans beaucoup, c'est à la mode et c'est une des justifications de notre programme de recherche. Nous, on pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs en matière de justice transitionnelle au Mali. Les gens s'y sont jetés, je pense, sans beaucoup de compétences et d'une façon désordonnée. Et je mets dans ce paquet l'État. L'État n'a pas mis beaucoup d'efforts dans le pilier fondamental de la justice traditionnelle, qui est la nécessité de savoir la vérité, de découvrir la vérité. C'est une étape qu'on a sautée, qu'on fait chemin faisant, alors que ça doit être le socle des autres piliers. Ensuite, il y a par exemple une loi de réparation, mais qu'on a réduite à une réparation matérielle. Ce qui encore une fois revient à l'autre aspect de ne pas avoir fouillé au début pour savoir qu'il y a plusieurs aspects à gérer. Et sur le plan, et j'ai des collègues ici qui pourront vous parler plus de ça, je pense que sur le plan judiciaire, il y a des contradictions flagrantes. Tantôt, on nous donne espoir comme quoi on va sanctionner les fautifs, on va rendre justice noble et équitable pour tous les citoyens maliens. Tantôt, on nous fait croire que la justice est objet de marchandage, qu'on peut relâcher des criminels pour que des otages français soient lâchés. Donc là, nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne va jamais punir quelqu'un? Tantôt, on a l'impression que dans l'accord d'Alger, on ne met pas assez l'accent sur la punition et l'exclusion des fautifs. Quand on pense à réinsérer les rebelles dans l'armée, on ne met pas l'accent sur le fait que certaines personnes n'y seront pas. Et on le dit en passant ça. Donc, on se demande si ce pilier aussi sera pris au sérieux. Et puis l'accord d'Alger. L'accord d'Alger que l'opposition appelle l'accord du désaccord, qui a été signé sans qu'il y ait vraiment un accord. Donc
Ça fait que, en perspective, ce que nous voyons à l'horizon, c'est le conflit et post-conflit qui vont se côtoyer. Et comme nous sommes dans une approche de justice du genre, on pense que les femmes et les enfants seront de plus en plus vulnérables et que on devrait trouver les voies et moyens pour mettre en place dans le pays des structures de justice parallèles qui seront bien connectées aux structures de justice régionales, sous-régionales et internationales, en l'occurrence la CPI. Autrement dit, on doit avoir, et on l'a dit aujourd'hui dans la salle, on doit avoir d'autres recours pour renforcer ce principe de complémentarité qu'il faut pour prendre en compte les besoins de justice, les besoins réels et très forts de justice des populations vulnérables et des populations déjà opprimées. Aujourd'hui, on a parlé de ce projet de cour africaine. J'ai aussi écouté des débats là-dessus à la télé au Mali, puisque étant sociologue, je ne suis pas à même de bien juger, mais je me dis, tout dépend de notre capacité à rendre la justice indépendante. Si dans nos pays, la justice n'est pas indépendante du leadership plus ou moins abusif et incompétent de nos pays, moi je me dis que cette cour va simplement nous divertir de notre recours de la CPI. Au moins, on a la Cour pénale internationale et on sait que c'est ce que nous, on se dit, nous, citoyens lambda, que voilà, Gbagbo est là-bas, là, il ne va pas échapper. Parce qu'on se dit, si c'est au Mali, le fautif, et je peux dire le président, il peut échapper. On a aussi l'espoir avec le cas Hissène Habré, comme on en a discuté ce matin, surtout avec le ministre Kaba, qui donne espoir, en ce sens qu'on se dit, il y a certains pays qui ont pu nettoyer leur justice, qui ont pu enraciner leur justice au point qu'ils peuvent aller à un niveau plus élevé, qui est entre l'international et le national. Donc si on se met dans cette perspective, on peut avoir l'espoir pour la Cour de justice en Afrique. Mbache unagona